The Interview. Voilà, Hey. alors du coup, Il faudrait nous avons qu'on avec nous... travaille. Pardon. J'allais dire, il faudrait qu'on travaille l'intro. Il faudrait qu'on prépare des intros un petit peu en mode. On a Il déjà est des titres animés, c'est réalisateur. déjà pas mal. Sa production porte le nom d'un animal. Il est perché. C'est chez Rémi. Champion, là. Pardon. Une question pour un champion là. Il faut deviner. Ah, on va faire ça. Du coup, on a avec nous ce soir un invité de marque qui est Jérémy Cécillon. C'est bien comme ça qu'on prononce du coup? Oui. Cécillon. Comme le rugbyman. D'accord. Je connais pas ce rugbyman, je suis pas très sport, je suis désolé, je m'excuse d'avance. Et donc, qui fait partie de l'association Ornithorynque Perché Production. Tu es peut-être le président d'ailleurs, je sais pas, regarder plus en détail. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et donc du coup, je vais lire la courte bio que tu m'as envoyée par mail et que je t'ai demandé évidemment. Donc tu viens du Nord-Isère, de Trèpes, donc c'est là où tu habites actuellement. Et c'est là où est situé Ornithorynque Perché. Exactement. Et donc tu as une licence d'anthropologie et plusieurs diplômes dans le domaine de l'animation socio-culturelle. Et donc du coup, aujourd'hui, ton métier, c'est quoi? Alors aujourd'hui, mon métier, c'est rien à voir avec l'audiovisuel. Je suis coordinateur de formation. Donc je travaille dans le domaine de la formation, de l'animation socio-culturelle. D'accord. Et du coup, comment t'en es venu à faire des films? Voilà, alors là, voilà, c'est là où c'est une longue histoire en fait. T'as une heure. Moi, oh, bon, On a une heure pour faire la longue histoire. Posez-vous, allez chercher une tasse, un truc à boire, des pop-corn. Voilà, les pop-corn, voilà, on connaît déjà la fin du coup, donc c'est un peu moins intéressant. Mais non, alors moi, l'histoire, donc c'est que je suis d'une famille qui faisait beaucoup de son et lumière quand j'étais petit. Donc j'ai déjà toujours baigné un peu dans cette atmosphère de spectacle, de fiction, etc. Et puis je regardais souvent quand j'étais gamin une émission qui passe sur une chaîne cryptée qui montrait un petit peu les envers du décor des effets spéciaux. Et du coup, c'est à partir de là que j'ai eu envie, j'avais envie de faire du cinéma, des films, des trucs comme ça. Et c'est un peu plus, j'ai commencé à monter, moi, des spectacles de théâtre avec des enfants dans un centre de loisirs, que j'ai commencé à les filmer, puis avec une bande d'amis, et puis de la famille, on se dit, bah tiens, pourquoi pas écrire notre scénario et puis tourner un film. Donc c'est comme ça qu'on a tourné notre premier film à l'époque qui s'appelait les Fraises Blanches. Je crois qu'il y a une bande-annonce qui traîne quelque part. Voilà. Au départ, ça devait être un pseudo-documentaire sur la police scientifique. Puis ça a complètement dérivé sur quelque chose de complètement d'un gros délire. Et puis voilà, ça a été le coup de départ de l'aventure. Donc pas de l'aventure ornithorynque, ça c'est venu plus tard, mais de l'aventure cinématographique. On va dire. Ok, et donc du coup on a la bande-annonce. Non, c'est pas celle que tu m'as envoyée. Si? Pas celle que je C'est t'ai pas celle que envoyée. tu m'as envoyée. Ouais, Toi tu m'as envoyé compressé. Compressé? Non? Alors ça s'appelle bande-annonce compressée.move. Bon. Ah, mais c'est parce que le fichier doit être Non, je sais compressé. pas, c'est un titre qu'il y a sur YouTube donc. Peut-être c'était à l'époque où je découvrais YouTube aussi, donc D'accord, on regardera du coup cette bande-annonce. Alors, petit aparté, Guillaume, tu l'as remarqué? Oui, Ella Rock, qui nous suit maintenant. Oui, C'est ça? merci et la rock. J'attendais que tu arrêtes de. Voilà, j'attendais le bon moment, je coupe pas la parole, je suis poli. Des fois, je coupe la parole, j'avoue. Là, je l'ai pas fait. Mais effectivement, il y a eu un petit message sur le live, vous avez vu, c'est une nouveauté, visiblement, on n'avait pas ça avant. Merci Ella de nous suivre. On est maintenant à 74 followers. Ouais, non, mais tu sais que j'ajoute des trucs là de live en ce moment. C'est magique. Du coup, on va regarder une bande-annonce, donc la fameuse bande-annonce compressée.move. Ça fait 1 minute. Hop, c'est parti. On cherche la gendarmerie, tu sais où c'est? On a kidnappé sa fille et on a trouvé des emails très douteux qu'elle t'envoyait.
Je suis désolée, mais c'est pas avec cette arme qu'on a tiré sur la femme. Pauvre fille. Elle était gentille. En tout cas, elle méritait pas de se faire buter. Non, laisse-la là, elle a rien à voir de tout ça. Comment ça va, j'ai rien à faire ici. Plus un geste, les mains en l'air. Putain, c'est un canard. Elle s'était fait désintoxiquer, mais... J'ai des spéciaux, ouais, c'est terrible. On a un expert dans l'équipe, Kevin. Kevin, des spéciaux. Je suis sûr que là, il doit être comme un dingue. J'assume pas tous les effets spéciaux de ce film. Ah, les fraises blanches, c'est bien ça. Voilà, les Avril 2010, donc c'était il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Ça fait pas tout jeune, hein, du coup. Donc, Non, du coup, ça, c'est- début de carrière audiovisuelle, entre guillemets, il y a une dizaine d'années. Donc, t'avais 23 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Vous avez plus maintenant qu'à deviner l'âge de Jérémy dans le chat. Vous avez 1 heure. Ça fait une... Donc là, le point de départ. Mais n'empêche que là, dans les images qu'on a vues, ça a pas l'air pire. Hein. Je sais pas si t'es content du rendu de ce premier film-là ou pas. Bon, j'assume pas forcément tous les effets spéciaux. Alors, faut savoir que l'histoire, on a fini d'écrire l'histoire une fois qu'on a eu pensé avoir fini le film. Donc, ça donne quelque chose d'assez bizarre comme truc. C'est-à-dire qu'on écrivait le scénario au fur et à mesure. Yes. Voilà. Et on a tourné des scènes vraiment dans le désordre pour le coup après avoir écrit la fin du film. Donc ça donne des trucs un peu particuliers. En fait, toutes les erreurs qu'il faut pas faire sur un film, je crois qu'on les a faites sur celui-là. Donc c'était une bonne première épreuve, voilà, qu'on regarde maintenant en se disant putain, qu'est-ce que c'était nul. Et du coup, beaucoup d'autodérision. On le regarde. Il y a toujours les premiers films, c'est toujours comme ça, avec beaucoup de nostalgie. Oui, Il faut exactement. toujours des films où on commence, on a trop la confiance, et puis en fait, avec le temps, on se rend compte que on a fait vraiment de la merde, quoi. Ouais, c'était vraiment un film crash test pour le coup. On a tourné en 720 en mini DV encore à l'époque. Ouais, c'était vraiment le crash test, quoi. Bon, après, moi je trouve ça pas mal non plus. Hein. C'est pas le pire. Hein. Nous, on a vu des, Non, on ça a vu avait- des ça avait l'air premiers, pas des mal, hein, premiers c'est films. ce que je disais. Ouais. Après, pour se rendre compte, faut vraiment aller voir le film complet. Il est sur YouTube aussi. Donc là, pour le coup, il s'appelle Les Fraises Blanches. Il fait une demi-heure, ce qui est trop long. Il y a un bêtisier qui doit traîner aussi. Le bêtisier était plus long que le film en lui-même. Souvent comme Donc, ça. non, c'est une super expérience entre potes. C'est vraiment toutes les erreurs à ne pas faire. On les a faites là-dessus, quoi. Bon, sur le premier, ça va. On a le droit. Mais ça, écrire au fur et à mesure qu'on tourne, on l'a tous fait, non, à un moment donné, au début. En fait, on a même écrit des scènes, je me rappelle, on a même écrit des scènes pour justifier certaines autres scènes où on avait des costumes pourraves et pour justifier qu'on avait une équipe du GIGN, qu'on avait acheté des costumes après. Pour justifier qu'on avait cette équipe, on avait rajouté une scène pour expliquer pourquoi. Donc, Le film rafistolé, c'était tu vraiment sais. Au moins, vous avez pris la peine de réécrire des scènes et de retourner pour justifier des erreurs, parce que C'est ça. moi, personnellement, j'ai déjà fait des erreurs, je les ai pas rafistolées, tant pis. Non, mais le début du film, c'est pas le début du film est très sérieux, très détaillé au niveau police scientifique et tout ça, et le reste, c'est juste, c'est parti n'importe comment après. Donc ouais, faut vraiment le regarder au 3e, 4e degré, quoi. On n'a pas dit bonjour à The Hateful Ben. Et il est qui vient, arrivé, qui il est est arrivé depuis peu. Hein. Bonsoir. Oui. Bonsoir Un Hateful habitué. Ben, qui est VIP quand même. On le voit, il y a une petite icône Kevin à n'est côté. pas VIP, mais bon, il le Kevin n'est pas mérite pas, VIP. il est pas là à tous les lives, lui. Qui se moque de mes premières créations d'ailleurs, Kevin. C'est pour ça qu'il a pas le badge VIP. Voilà, c'est faut pas se moquer des gens qui gèrent, Kevin. C'est comme ça que ça se passe. Du coup, là, je propose de regarder la bande démo que tu m'as envoyée de Ornithorynque Perché Productions pour que les gens situent un peu ce que tu fais, on va dire,
de manière proche temporellement de nous, donc qui a du coup un peu rien à voir avec ce premier film-là, en termes de rendu. Voilà, bah, ouais, exactement. Là, l'association, elle date de 2016, donc c'est un peu plus récent. On a plus de matériel, on a un peu plus de personnes maintenant. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette association Ornithorynque Perché? Bien sûr. Alors, c'est une association qu'on a créée déjà pour avoir un cadre juridique et pour pouvoir avoir une assurance, faire des demandes de subvention, avoir vraiment un statut qui nous permette d'avoir tout ça. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir aussi accueillir des gens donc, qui n'ont rien à voir avec le monde du cinéma et de pouvoir se former entre nous à faire des films avec la meilleure qualité possible. Et l'idée, en fait, si je dois résumer en quelques mots, c'est de pouvoir rendre le cinéma, le tournage de films accessible au plus grand nombre. En fait. Voilà. D'accord. Et du coup, vous avez combien de projets à votre actif? Alors là, de gros projets, on en a 2. Donc il y a un film qu'on a fait en 2017 qui s'appelait Le sel de la liberté, qui est un film sur la Révolution. Et un deuxième film là qui va sortir, on ne sait pas trop quand le sortir, parce que c'est un petit peu comme Alexandre Astier avec Kaamelott. Là, on est un peu coincé avec le virus. Voilà, on attend le bon moment, on attend de pouvoir voir du public surtout. Oui. Voilà, deuxième film qui est plus actuel, donc qui s'appelle Le souffle de la liberté. Le souffle de la révolte, pardon. Je confonds les deux titres se ressemblent, du coup je les confonds sans arrêt. Voilà, à côté de ça, on a fait un autre, des teasers, des clips de présentation, un film pour le festival Nikon. Voilà, c'est plus des petits projets, des gros projets. Là, on en a 2 pour l'instant notre actif, et on a d'autres projets en préparation. Je pense qu'on en parlera un peu plus tard. Tac. Merci beaucoup pour ce résumé-là. J'ai essayé, moi, sur le site, j'y suis allé et j'ai pas réussi à visualiser les films. Je sais pas s'ils sont accessibles ou. Sur le site Ornithorynque ? Oui. Alors, oui, normalement, ils sont accessibles. C'est des liens YouTube, en fait. Hein. Normalement, c'est accessible. Parce que j'ai trouvé que. Bon, j'irai revoir ça. Parce que j'avais trouvé que les teasers. J'ai peut-être pas bien cherché. Alors, oui, on les a peut-être pas tous mis encore. C'est assez récent aussi. Donc, on essaye de le mettre à jour assez régulièrement. Mais effectivement, on n'a pas encore. Ok. Donc, du coup, peut-être petite précision là sur le projet précédent et le futur. Ce sont des films en costume, donc ils se passent plutôt au XVIIIe siècle, si j'ai compris si j'ai suivi l'affaire. C'est ça. Alors, pour les films, l'association a plusieurs proposé des idées et à réaliser. Donc moi, tout ce que je fais en général, je suis plutôt fan de films d'époque, en costume, etc. L'autre film qu'on a fait, c'est Anne Mozanega qui l'a réalisé. Elle, c'était un film plus contemporain. Et un autre qu'on a réalisé, Pascal Munoz, lui est complètement contemporain pour le festival Nikon. Personnellement, je préfère les films en costume. Et on fait vraiment de tout. Ok. Bon, on va regarder cette bande démo et puis on en reparle juste après. C'est parti. Il y a Kevin qui dit qu'on l'entend en double. Ah oui, c'est normal. Bonne remarque, Kevin. Donc du coup là, le dernier film que vous avez sorti en costume, donc c'est Le sel de la liberté, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, Le sel de la liberté, donc il date de 2018. 2018, donc ça c'est relativement récent. Ouais, c'était hier. Du coup, est-ce que tu peux nous pitcher le film? Oui, bien sûr. Alors, Le sel de la liberté, c'est un film qui se passe en 1789, donc en pleine Révolution française, mais qui se passe du coup à Lyon.
Donc c'est deux enfants qui doivent porter un message dans Lyon en pleine Révolution française. Donc c'est un message assez important qu'ils doivent aller délivrer. Voilà. Ok. D'accord. On en voulait C'est bien, c'est court, c'est efficace. Là, j'en Le dis film- pas plus, sinon je raconte la fin et c'est pas... Le, en fait, le voilà, film, ça- il dure combien de temps par curiosité? Il dure 11 minutes. Il dure 11 minutes. Ok. 10 Je vois, minutes, 11 minutes. je vois sur ton site qu'il y a un teaser, peut-être qu'on peut le regarder. Alors voilà, ça c'est en fait c'est le teaser. Le Ciel de Liberté, ça annonce, on va dire, une autre série sur laquelle on est en train de travailler actuellement, donc qui s'appelle Rebelle et Affranchi, donc qui est un projet de série sur 3 ou 4 saisons. Donc là, qui se passe pendant la Révolution française, dans la région Rhône-Alpes. Voilà. D'accord. Donc ça annonce un petit peu, ça présente certains. Le Ciel de Liberté annonce cette série-là. Et là, donc là, on a En tourné. fait, c'est une sorte de préquel. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Ambitieux. La série de 3 ou 4 saisons. Il faut. Pardon Mais... Je dis ambitieux la série de 3 ou 4 saisons. Ouais. Bon, on va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Ouais, mais là, ça fait plusieurs mois, même plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. Il commence à se concrétiser. On commence à avoir pas mal de soutien, de gens qui nous suivent là-dessus. Donc, on est confiant, même si on sait que ça va représenter un travail assez énorme. D'accord. On va regarder du coup le Je sais teaser plus si du vous- Ciel de la Liberté. J'allais juste demander Vas-y. où vous êtes situé. J'ai un trou, je crois qu'on l'a dit Trèbes. tout à l'heure, mais... Trèbes, c'est dans le Isère. Alors c'est dans le Nord-Isère. D'accord. Ok, non, c'était tout. Allez, c'est parti pour le Ciel de la Liberté. Et voilà. Bah, ça donne envie de le voir. Hein. C'est clair. C'est clair. Et il est disponible sur... il est pas encore disponible, du coup, celui-ci. Alors, Ciel de la Liberté, si, il est disponible sur notre page YouTube à Ornithorynque. Si. D'accord. Parce que du coup, tu vois, sur le site, tu y es, Maxime, je crois qu'il y est pas. Il n'y a pas le lien. Ouais. Non, il y a Bah, pas le teaser. Ça, c'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. C'est scandaleux. Je sais pas qui tient ce site, mais lui, il faut le virer. Hein. Je sais pas, mais Le réprimander. C'est un scandale. J'ai vu que vous aviez une guillotine, donc Ouais. Profitez-en. profitez-en. Elle marche très bien en plus.
Elle marche très bien. Non, mais c'est vrai que ça. Enfin, c'est sympa, hein, l'image est belle. Enfin, c'est plutôt bien foutu, en tout cas, de ce qu'on a vu là. Moi, j'avais une question. Ça a dû coûter. Moi, je parle argent, moi. On parle budget dans cette émission. On est aussi une émission économique. Ah, bah, yeah. Non, mais quand on voit les décors, les costumes, etc., je sais pas est-ce que ça a coûté cher. Tu peux te donner une fourchette, t'es pas obligé de. Alors là, du coup, sur le teaser, on était bien sur le teaser de Rebelle Affranchi, du coup. Hein. Ah non, de celle de la liberté. De la liberté, donc Rebelle Affranchi, c'est pas celui-là, c'est un autre, alors, ok. Non, parce que moi, je vois pas en direct ce que vous projetez, donc du coup, je sais pas oui, ce du que... coup. Je sais pas, du coup. Faut deviner. Ouais, non, alors, effectivement, là où on a eu beaucoup de chance, en fait, c'est que le château où on a tourné, donc le Salle de la Liberté, c'est une communauté de communes qui nous l'a mis à disposition gracieusement pendant 4 jours. Donc déjà là, si on parle de dépenses valorisées, effectivement, je pense qu'on est à bien 4-5 000 euros de dépenses valorisées déjà, donc de dons. Donc là déjà, c'est assez important. Après, en termes de budget, honnêtement, je me rappelle pas le budget du film. Il était pas si élevé que ça parce que une partie des costumes qu'on a nous ont été prêtés par une association qui s'appelle les Historiales de Pressin, donc qui font du son et lumière. Une autre partie vient des stocks de l'Opéra de Lyon, donc qu'on a acheté, et une partie a été faite par ma maman, en fait, qui est couturière, donc les uniformes de soldats, par exemple, c'est elle qui les fait. Voilà, après, c'est essentiellement des accessoires qu'on récupère en brocante, dans des vides-greniers, d'amis qui nous donnent, donc au final, on arrive à se débrouiller quand même plutôt pas mal en récupérant à droite à gauche. Voilà, c'est essentiellement comme ça qu'on fonctionne. D'accord. Ok. Et du coup, en temps de préparation, parce que j'imagine que à gérer tout ça. Ouais. En fait, c'était le premier film que je faisais avec autant de figurants. En fait, parce qu'en tout cumulé, on avait à peu près 200 personnes qui étaient présentes sur le film. Donc, déjà pour recruter, caster les figurants, se mettre en lien avec eux, prendre les tailles, etc. Donc, c'est un gros travail. On a commencé vraiment la préparation en janvier à peu près. Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, on a mis à peu près 5-6 mois de préparation pour repérer les décors, pour avoir les costumes, pour avoir les figurants, pour briefer les acteurs, faire des répétitions. Donc, rentrer en contact aussi avec les différents lieux où on allait tourner. Donc, c'est 6 mois de préparation à peu près. Ok. Gros travail, hein. Et le résultat a l'air d'être là. Est-ce que vous avez fait comme pour Rebelle et Affranchi, du coup, qui vient vous avez d'abord tourné un teaser, puis après le film, ou vous avez fait le film directement cette fois-ci? Alors, on a tourné un teaser quelques jours avant de commencer le tournage, en fait. Le teaser, c'était au début, c'était pas censé être un teaser, c'était censé être des essais pour les personnages. D'accord. Et au final, on a choisi, allez, ça fera un support en plus pour présenter le projet. Et du coup, on a tourné le teaser juste avant le film. Et donc du coup, le teaser que vous avez filmé, vous en êtes pas servi pour ramasser de fonds? Vous n'avez pas fait de collecte de fonds au final pour ce film? Alors si, on a fait une collecte de fonds, mais après coup. Quand le film a été... c'est le film, quand le film a été tourné, on est allé un petit peu chercher des financeurs, justement en montrant le teaser, qui lui a été monté bien avant le film, du coup. Donc on est allé chercher des financeurs, donc on a l'entreprise, je sais pas si on peut faire de la pub, hein, mais une entreprise qui nous a financé à hauteur de 700 euros pour rembourser tout ce qui était location de camions, parce qu'on a eu des locations de camions de véhicules pour transporter tous les décors, les accessoires, les costumes. On a aussi eu environ 400-500 euros de financement via une plateforme de financement en ligne. Donc on a eu à peu près, je crois, 1000 euros de financement à côté pour nous rembourser nos frais sur le film. D'accord. D'accord. C'est pas, mine de rien, niveau... C'est pas énorme, hein. Ouais, vous en sortez bien, hein. Si ça a couvert vos frais sur les 4 jours de tournage. Vous avez eu que 4 jours de tournage, du coup, vous en avez eu plus quand même?
On a eu, alors tout cumulé, on a eu 5 jours de tournage. Ouais. 5 jours de tournage, ouais. 5 jours de tournage, donc entre juillet et août 2017. Ok. Ok. Il y a Lounel qui dit bravo à elle pour les costumes, c'est impressionnant. Je crois qu'elle parlait tout à l'heure de la personne qui a fait les costumes. Voilà. Je lui transmettrai. Là aussi, pour les costumes, on s'est beaucoup inspiré d'Assassin's Creed au niveau des costumes. Pour moi, c'est une des références que j'ai en termes d'esthétique et puis de costumes. Donc, effectivement, les costumes, il n'y a rien qui existe en termes de patron, enfin, rien qui nous correspondait, du moins. Donc, ça a été un très gros travail pour elle de reprendre des patrons existants, de les modifier, de faire des tests pour les chapeaux, notamment. On a passé plusieurs jours à faire les tests, à en refaire, à découdre, à refaire pour arriver à un bon résultat. Donc ouais, là, juste déjà sur les costumes, il y a un travail énorme. Bah, chapeau, hein. Ouais. Beaucoup. Ouais. Pour le coup. Non, mais c'est parce que comme disait Le Maxime, résultat a l'air vraiment, enfin, en tout cas, visuellement, ça a l'air vraiment top, quoi. et comme disait Maxime, c'est le genre de film qu'on aimerait tous faire. Mais en vrai, quand tu commences à penser. Mais quand tu commences à penser à la logistique derrière, là tu te dis non mais Je dis, bon, bah, c'est non bon, mais j'arrête. je vais faire un drama, c'est plus simple. Je vais faire un truc avec quelqu'un qui court dans la forêt. Ça va être bien. Ouais. Aussi sur un canapé, c'est bien aussi, c'est facile. C'est ça. Alors, en même temps, non, c'est même pas plus facile en fait. Donc. Et du coup, vous avez l'air d'être vachement nombreux sur le tournage. Il y a pas que ton association Ornithorynque Perché qui a participé au tournage, j'imagine. Du coup, il y a d'autres associations qui se sont greffées au projet. Alors Pour le- sur ce projet-là, c'est de la liberté. Non, il y avait que nous. Alors en D'accord. sachant que nous, on est une dizaine de membres à peu près. Ouais. Une dizaine de membres, plus des amis, des copains qui gravitent autour sans forcément adhérer, mais qui viennent nous filer un coup de main dès qu'on a besoin. Donc on doit être à peu près une quinzaine dans l'équipe technique, à peu près tout cumulé. Sinon le reste, c'est essentiellement donc pas mal de copains aussi qu'on connaissait, mais beaucoup de personnes en fait qu'on a rencontrées sur ce tournage-là. Donc on a mis des annonces sur Facebook, des affichettes dans les villes autour des lieux de tournage pour recruter des figurants. Ouais. Là on a eu énormément de réponses. On a même été un peu surpris, ça nous a un peu fait peur à un moment donné parce qu'on s'est dit oula. Comment on va faire avec tous ces gens? Dans quoi on s'est engagé. Et du coup, voilà, vu que c'était tous des bénévoles, voilà, on est parti sur un taux de perte d'à peu près 50% sur l'effectif qu'on avait au départ et on n'était pas trop loin du compte parce qu'on a une partie qui sont pas venus, etc. Donc au final, on s'est retrouvé tout cumulé, on avait à peu près 200 figurants à peu près. Waouh. Ouais, enfin, déjà, faut les gérer les 200. Ouais, mais Ouais, ça fait ouais. surtout du monde, tu vois, en posant quelques affichettes dans les villages alentours, tu vois. Ouais. Bah oui, Ouais, c'est sûr. Ouais, on était vraiment surpris des réponses et en fait on s'est rendu compte un petit peu de la machine infernale que quand on avait vraiment été dedans au final. Et à la fin on s'est dit oh non mais bon les films en costume c'est bon fini on n'en fait plus et puis qu'on en fasse à nouveau au final. Ouais, et une série en plus, hein, c'est pas comme si c'était Ouais, facile Une, au sé- une départ. série de 3 ou 4 saisons. Voilà. En même temps, ils se sont dit, on a fait des costumes, on sait comment ça fait, maintenant, Ouais, parce qu'au il faut rentabiliser, quoi. au final, vous avez des costumes pour 200 personnes maintenant. Ouais alors des costumes en tout on en a pas enfin tout cumulé avec tous les costumes qu'on a on en a pas loin de 400 en fait donc Ouais, d'accord, il oui, faut- donc c'est bon, vous avez Mais de quoi tenir la on est longueur. plutôt pas mal. On est plutôt pas mal là. Ouais. Si on a besoin de costumes, on vient toquer à la porte, quoi. Voilà, on fait des prix d'amis très raisonnables. Mais il faut pouvoir stocker tout ça. Vous avez un local, ou c'est dans la cave? Non, alors c'est pas dans la cave parce que du coup on 400 voudrait pas costumes fournir dans les la champignons cave. Oui. avec le costume. Non, on a des locaux qui nous sont prêtés pour pouvoir stocker les costumes. Puis on en a une partie donc qui sont sur d'autres associations. Donc voilà, on se fait des systèmes de troc, d'échange. Enfin, on se débrouille, quoi. Ouais. Mais du coup, vous avez un gros stock de costumes et vous pouvez par exemple les prêter ou les louer pour d'autres associations qui en auraient besoin pour des tournages par exemple ou d'autres occasions. Alors, Est-ce que c'est des choses que vous faites ou est-ce que vous êtes plutôt Non. réticent à ça?
Non, alors on est plutôt réticent parce qu'on a eu des soucis par le passé de costumes qui revenaient pas ou qui revenaient complètement déchirés et Ouais. Ouais. il fallait remettre en état et tout ça. Donc on s'arrange avec des associations, enfin avec d'autres associations amies, on va dire, qu'on connaît bien et avec qui voilà on a confiance, mais on fonctionne beaucoup par le réseau, par notre réseau en fait. D'accord. Et du coup, au niveau de votre association, tu parlais au tout début que vous aviez plus de moyens techniques du coup par rapport à tes premiers films, forcément. De quels moyens techniques s'agit-il? Parce que là, ce soir, il n'y a pas Stéphane Mills, mais je suis sûr que c'est la technique, la question pour laquelle il aurait aimé avoir la réponse. C'est vrai. Donc Stéphane, si tu es là, c'est le moment de nous dire bonjour. Alors ouais, en moyens techniques, bah, du coup, on a laissé tomber le mini DV maintenant depuis quelques années. On a eu un Heureusement. passage par des réflexes, Mhm. donc avec du Canon 70D par exemple. D'accord. On a vraiment commencé en sortant du caméscope, on est passé par du réflexe. Et maintenant, on tourne essentiellement en Blackmagic. Donc Ursa Mini, Blackmagic Pocket, tout ça. D'accord. Donc, Ok. vous tournez Rebelle et Affranchi en 4K. Alors, en 4K, HDR. non, parce qu'on n'a pas encore on n'a pas forcément les PC, l'espace de stockage. Moi, souvent, moi, je préfère tourner en 1080. Et du coup, moi, le 1080 me va bien en fait, parce que le 4K, personnellement, je trouve qu'il y a trop de détails du coup, et on perd un petit peu ce côté fiction en fait, pour moi en 4K. D'accord. Il y en a qui tournent en 4K et qui ajoutent après du grain à l'image ou des choses comme ça La pour. plupart du temps, c'est ce que je fais. Voilà. Voilà. Ouais, Non, c'est ce que je du coup, c'est pour ça que je préfère rester en 1080 et pas en rajouter, surtout qu'au final, les supports de diffusion, surtout pour de la web TV, c'est essentiellement YouTube. Donc, on se dit que pour regarder sur un écran d'ordinateur, sur une Bientôt, télé. ce sera différent. Baisse-toi, Guillaume, baisse-toi. Je suis encore un peu vieille école de ce côté. Je préfère le 1080. Non, mais 1080 en vrai, c'est bien. Moi, j'ai une télé 4K à la C'est maison logique, hein. et quand on passe des films en 1080 dessus, honnêtement, presque on n'y voit que du feu parce qu'avec tous les upscaling qui sont en interne, etc., au final, ça fait le taf pour la plupart du Du temps. temps. quoi. Après, en plus, les télé 4K, alors ça se répand, c'est de plus en plus accessible, mais tout le monde n'en a pas encore. Donc, si c'est pour diffuser sur chier. YouTube, regarder sur un smartphone, diffuser de la 4K sur un smartphone. Bah Alors, il y non, en a qui vont me dire. Il n'y a y en pas a qui vont me d'intérêt dire sur un que- smartphone. Il y a pas d'intérêt. Il y en a qui vont dire l'inverse, hein, mais je suis pas persuadé que ça apporte grand-chose. À ma grande honte, j'ai déjà regardé des séries sur le téléphone. Oui. J'ai honte de ça. Hein. J'ai honte de ça, hein, mais bon, ça m'est arrivé aussi. Donc si moi je le fais, je pense qu'il y en a plein qui le font aussi. Ça arrive, mais est-ce qu'on voit la différence sur un téléphone entre quelque chose qui est filmé en 4K et quelque chose qui est en 1080? Est-ce que quand on regarde sur un téléphone, on veut de la 4K? Je suis pas persuadé. Je n'en suis pas partagé non plus. Ouais. Par contre, on a The Full Ben qui dit rien à voir avec le fait que ça fasse plus ou moins fiction. Oui, je pense que c'est par rapport au niveau de détail qu'il Oui. y a entre la 4K et la Full HD. Ouais. Mhm. Après, je pense Ouais. que il a raison dans un sens, c'est surtout comment on retravaille l'image derrière. Mais toi, de toute façon, tu as des problématiques techniques qui sont de stockage et de PC qui ne suivent pas forcément pour le montage en 4K. Donc, dans un sens, tu vas pas non plus mettre à genoux toute ton infrastructure juste pour faire plaisir à quelques-uns qui voudraient avoir de la 4K. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis moi, c'est pareil. Je suis assez. Enfin, il y a une course au nombre de cas maintenant dans les caméras. Donc moi, ça m'arrange parce que quand une nouvelle caméra sort avec 60K, du coup, celle d'avant, le prix baisse. Donc Ouais. moi, ça m'intéresse. Oui. Mais honnêtement, enfin, cette course à la ultra haute définition, je me dis, est-ce que c'est pas fait un peu au détriment des fois de la qualité des fictions? Moi, je préfère une image un peu moins léchée et puis un petit peu plus naturelle et moins haute définition, justement. Personnellement, en termes d'esthétique, moi, c'est un peu ce que je préfère. Mhm. Ah, mais c'est intéressant c'est- d'avoir cet avis-là.
Il me semble que c'est pas la première fois que j'entends des remarques comme ça. Je sais plus qui c'est qui m'avait fait une remarque similaire. Je sais plus. Là, on a Zfullbane qui fait une remarque intéressante, qui dit pour avoir un master de meilleure qualité et le downscaler en définition moins grosse, mais de meilleure qualité. Mais après, il faut suivre. Oui, non, mais tout à fait, mais tout existe hein, dans la manière de voir fausse. Je pense que ça dépend comment chacun appréhende aussi le, euh, le travail de post-production et puis au niveau des rendus. Je veux dire, c'est sûr que filmer en 4K pour le downscaler après en Full HD, c'est sûr que tu as une image qui est, on va dire, sur le papier, c'est censé être meilleur. Parce que du coup, ben, la perte que tu peux avoir quand tu as retouché ton image 4K, ben, tu la perds pas vraiment. Au final, tu la récupères en réduisant la taille de ton image en Full HD. Mais voilà. Bon, après, c'est vrai que moi j'aime bien tourner en 4K aussi. J'ai un workflow qui est pour le coup entièrement en 4K et ça me va très bien. Je pense qu'il y a plusieurs écoles. Je pense qu'il y a les technophiles et il y a d'autres qui sont un peu plus artisanales, et t'es peut-être un peu plus artisanal, un peu plus vrai, Jérémy, de ce côté-là. C'est ça. Alors, c'est vrai que moi, quand j'entends parler de workflow, de downscaling, tout ça, oui, d'accord, ok. Je te rassure, je suis en train de penser comme toi. C'est pas forcément ce que je comprends le plus, ces trucs-là, et je me dis, bon, au final, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un film. Alors après, effectivement, moi, je le fais des fois en 4K. Ça m'est arrivé, effectivement, quand j'ai besoin des fois d'aller rechercher dans l'image, de recadrer le plan. Oui. D'avoir quelque chose de pas être forcément sûr du plan final. Je préfère le prendre un peu plus large et en 4K et du coup aller rechercher dedans. Voilà, enfin, en général, par défaut, c'est vrai que je tourne en 1080 déjà pour une problématique de stockage et puis de mémoire du PC. Hein, simplement, c'est plus simple aussi. Oui, les temps de rendu en 4K quand on est mal équipé, quand on n'est pas équipé pour de la 4K, c'est compliqué. C'est ça. On a ADNFX Studio, bonjour ADNFX Studio, parce qu'on ne t'avait pas encore vu, qui dit c'est bien aussi de filmer en 4K, de pouvoir recadrer son image, et si au final on ressort en Full HD, c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, et The Football qui dit... Oui. Excusez-moi. Il y a un problème de compatibilité entre les caméras des fois aussi. J'avais des caméras au début qui n'étaient pas en 4K, qui étaient qu'en 1080. Et du coup, pour essayer d'uniformiser tout ça, on était passé tout au 1080 histoire d'être plus simple. Oui, pour pas avoir une trop grosse différence entre les différentes images, parce qu'on aurait eu des images en 1080 qui auraient été en 1080 donc correctes, et 4K qui auraient été à côté qui auraient paru extrêmement définis même si tu les aurais rétrécis. Tout à fait. Oui, Sylvain il veut du 8K. C'est ça. Avec la série 3000 RTX, on va pouvoir travailler du 8K. Oui, on pourrait. Vu le prix de la carte graphique, je suis pas persuadé que l'investissement vaille le coup, mais... Surtout que les gens ils sont déjà à peine équipés en 4K. Je vois pas l'intérêt de passer à du 8K, voire même 12K d'ailleurs, à la dernière caméra de Blackmagic. De Blackmagic, 12K, mais il marche sur la tête, ils sont fous. Hein. Et c'est bien parce que les autres vont baisser du coup, donc c'est intéressant. Faut qu'ils continuent Blackmagic comme ça. C'est bien. Ouais. Blackmagic, tu disais que tu avais tourné avec la Blackmagic Pocket ? Oui. Moi, j'avais eu des soucis avec la Blackmagic Pocket qu'on m'avait prêté une fois et j'ai trouvé qu'elle chauffait vraiment beaucoup. Et je sais pas si c'était celle que j'avais qui fonctionnait pas bien ou quoi, mais moi, celle que j'avais, elle avait chauffé, j'avais failli me brûler avec. Alors, je sais pas si moi c'est la BMPCC, c'est la Blackmagic Pocket Cinema Camera. J'en ai deux comme ça, donc j'ai l'Ursa Mini, j'en ai deux BMPCC, j'ai la 1080 et j'ai la 4K aussi que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc la dernière en date. Je me suis jamais brûlé avec personnellement. Donc, d'accord, je pense il y avait un forcé, Guillaume. Ouais, j'ai dû forcer. Je sais pas. Le problème, c'est les batteries souvent qui tiennent que dalle, mais. Oui, ça c'était un gros reproche sur les Blackmagic, les premières en tout cas. La batterie c'était une catastrophe. Hein. Ah c'est toujours une catastrophe. Hein. La BMPCC 4K, elle tourne avec des batteries LPE6, les mêmes que Canon, et ça reste une batterie, elle tient 40 minutes quoi.
Ah oui. Stéphane Nils, s'il est pas là ce soir, il aurait été là, c'était son émission, quoi. On parle technique et tout, et il est pas là. C'est clair. Franchement, j'aurais été prêt à faire un geste pour l'inviter à parler en direct avec nous. Je suis déçu, tu vois. C'est dommage. Je regarde, il est même pas connecté sur Discord, dommage. Ah bah, il avait autre chose à faire ce soir, ou alors bah, Oui. la dernière fois ça l'a saoulé, il a dit qu'on était trop on est trop laxiste sur les films qu'on regarde. On est trop gentil en fait dans l'émission coup de cœur. S'il savait ce qu'on dit en coulisses. Alors attends, moi j'avais une question. Parce que du coup, moi je suis de Saint-Étienne, mais j'ai beaucoup habité à Lyon, donc on est voisins à peu de choses près. Ouais. À peu de choses près, Sur l'affiche de celle de la Liberté, je reconnais sans hésiter c'est Pérouge. Tout à fait, t'as bien reconnu. Il a gagné quoi? Très bonne Un remarque. rôle dans la série. Je veux un rôle dans la série maintenant. Et mon épouse aussi. Ah bah, faut te laisser pousser un peu les cheveux, ça peut se faire. Hein. Mais alors là, tu vois, je suis pas allé chez le coiffeur, ils ont tous fermé. Je regrette. Alors peut-être que du coup, ça peut s'arranger. Toi Ah, aussi, bah, tu écoute, vas être dans ce genre de problème, Maxime? Ah, mais dans Les un mois, prochains lives, ça va être une les catastrophe. prochains Surtout lives que vont moi, avoir les ressembler à cheveux rien. longs, je déteste. Mais moi aussi, j'aime pas ça. Bah oui. En live, on va ressembler à rien, Maxime. Ça va être. Ah, mais c'est qu'il faut se préparer à tourner dans la série aussi de Jérémy. Ouais, hein, alors c'est ça. forcément, Moi, je fais Voilà, la route. Hein. Si on m'invite, je viens. Il n'y a pas de souci. Bougez rien là. Et puis Tout pour, le monde va s'inviter. mais lui, je suis sûr qu'elle veut un rôle, mais par contre, ils lui font un rôle d'indienne, hein, donc. Moi, j'ai entendu dire en début d'émission que t'étais un pro pour rajouter des scènes pour expliquer Ouais, les choses. exactement. Tu sais, la route des Indes, tout ça, ça peut être raccord. Hein. Oui, bah, alors, ouais, il va falloir que je me creuse un peu la tête quand même là. Parce que... En saison 2, en saison 2. Moi, je veux un rôle de robot. C'est possible ou pas? Et ça me fait penser d'ailleurs, je sais pas si t'as vu cette série qui était passée sur France 2. Rani, je crois. Ça te parle, Rani? Pas du tout. Ça se passe dans cette période-là, au XVIIIe siècle. C'est l'histoire c'est une héroïne en plus, c'est une femme qui est l'actrice principale. Et en fait, elle se retrouve dans une affaire un peu louche. Et elle est envoyée en exil dans les Indes françaises. Et donc, du coup, ça se passe vers Pondichéry, là-bas, voilà, sur cette période-là. Et c'est extrêmement intéressant. Je pense que si tu l'as pas vu, eh ben, je te conseille d'essayer de la retrouver. Pour la regarder, je pense que ça pourrait être source d'inspiration pour toi. Voilà. Je lance ça ouais. comme ça, tu t'en fais ce que tu veux. Ouais, Ça noté. s'appelle Rani, R-A-N-I. Voilà. Je suis sûr que c'est ça. D'accord. Je connais pas, mais j'ai rejeté un coup d'œil. C'est une série que j'avais beaucoup aimée et que j'avais revue avec Mélu il y a quelques années. Et ça lui avait plu aussi, donc preuve que je regarde pas que des trucs de merde quand même. Sur France Télévisions en plus. Série France 2. Cocorico. Cocorico. Qu'on peut sûrement retrouver sur Salto maintenant. Peut-être. Bah, après, On on n'a sait pas pas fait de trop ce débat qu'il y a sur sur ça. Salto. Hein. On n'a pas fait de débat sur Salto. On va peut-être éviter de le faire maintenant. Ouais. Moi, j'ai une question par rapport au décor, parce que du coup, j'ai parlé de Pérouge. Comment tu travailles sur un décor? Est-ce que tu as un gros travail de préparation en amont ou tu te laisses un peu porter par le décor, dans le sens où quand tu arrives sur place pour le tournage, tu dis ben, là ça m'inspire, je place la caméra comme ça, ou voilà. En gros, c'est découpage ou improvisation sur le tournage? Alors, sur le tournage, on improvise très peu. Nous, on travaille beaucoup avec le découpage technique en amont. Donc, comme je disais, on va voir les lieux, on travaille avec le scénario pour se dire, bon, bah, en amont, on va placer la caméra comme ça, on va voir tel axe, on va utiliser telle rue, tel endroit. Là, à Pérouge, là, on a tourné dans 2 rues qui sont perpendiculaires l'une à l'autre.
Et voilà, on savait déjà à l'avance où on allait placer nos éléments de décor, où les comédiens allaient être, où la caméra allait être. Voilà, on savait déjà à l'avance tout ce qu'on avait mis en place, parce qu'on s'est déjà par le passé retrouvé dans des difficultés de se dire que au niveau du soleil, de la lumière, l'axe qu'on voulait faire du coup était plus bon. Donc c'est pour ça que maintenant on prépare tout vraiment à l'avance. D'accord. Ouais, Ok. suite à l'expérience, vous ne faites plus avoir quoi. C'est ça, exactement. Et même des fois en préparant, là par exemple à Pérouge, il y a toute une partie de la rue où on s'est retrouvé entre ombre et lumière. Donc au niveau de l'exposition, ça a été assez compliqué à gérer en post-production. On le voit sur le film d'ailleurs, à un moment donné, il y a une scène qui est un peu sous-exposée, à la fois sous-exposée et surexposée, ce qui est quand même Une prouesse, une prouesse technique. comme une prouesse, exactement. C'est une prouesse. Mais du coup, on a réussi, on n'est pas mauvais là-dessus, on a une avance considérable là-dessus. C'est pour ça que sur le teaser de Rebelle et Affranchi, là pour le coup, on a vraiment travaillé avec l'application. C'est une application qui s'appelle Sun Surveyor, Oui. qui nous permet de voir à n'importe quelle date, n'importe quelle saison, où sera le soleil en temps réel. Mhm. Et du coup, là, on a vraiment préparé, on a passé une journée complète sur tous les lieux où on voulait tourner, à rechercher où on aurait les ombres, à quelle heure, et on a fait notre plan de tournage en fonction des heures du soleil, là où on serait à l'ombre ou au soleil, pour pas avoir de problème de lumière, en fait. D'accord. T'as dit que ça s'appelait comment l'application? C'est Sun Surveyor. Sun Surveyor. Sun- C'est une application gratuite, il me semble, sur Android. Il y en a d'autres qui existent, hein, mais celle-là, elle est pas mal. Moi, j'aime bien bosser avec celle-là. On voit en temps réel, sur n'importe quelle date, n'importe Ah quand, oui, mais ça me dit quelque avec la chose. caméra, où est le soleil. C'est une application comme ça là Ouais, Il y a ça. Ça a l'air d'être ça. Permet de visualiser la position et les horaires du lever et du coucher de soleil, ainsi que sa trajectoire avec une boussole 3D. C'est ça, et ça utilise, enfin, c'est en réalité virtuelle en final. Donc, en se promenant avec le téléphone et en regardant en direct, on voit la course du soleil, le positionnement du soleil suivant les heures de la journée. Donc, c'est vraiment un très très gros. Enfin, je pourrais plus m'en passer. En préparation de tournage, c'est l'application qui m'accompagne en permanence. Ça D'accord. et l'application. Et du coup, Ah, c'est pas cool. tu peux savoir. Ah oui, mais du coup, il faut être sur les lieux quand même pour Ouais, se rendre compte, parce que du coup, il n'y a Ouais. pas la carte, par exemple, en 3D qui est intégrée dedans, qui te permettrait de voir, enfin, de te projeter, même si t'es pas sur place virtuellement dans le lieu. Ça n'est pas dans l'application, ça. Enfin, si tu as une carte virtuelle, enfin, c'est la carte Google Maps en fait, Ah, qui ouais. te permet de voir par rapport au soleil où il va se lever, où il va se coucher. Mhm. Mais par contre, en étant sur place, l'avantage c'est que tu vois là où tu auras de l'ombre en fait. D'accord. Oui. En lisant les bâtiments, les arbres et tout ça, tu D'accord. sauras quel endroit du plateau, à quelle heure. D'accord, mais ça veut dire qu'en gros, tu te fais pas surprendre si, par exemple, il y a une colline et que quand tu veux profiter de l'heure dorée d'un coucher de soleil, et en fait, tu te Ça. rends compte que le soleil, il est caché une heure avant que l'heure prévue dans la météo. Voilà. Donc de toute façon, bon, après ça nous dit pas la météo, donc si le jour J il fait moche, Ah le bah problème oui, voilà, mais au moins, on lui demande que de surveiller le soleil, la course du soleil, hein, on lui demande pas de surveiller la météo. Hein. Exactement. Là, pour le coup, pour Rebelle et Affranchi, pour le teaser, ça nous a permis de voir, on avait une grande salle de château, on a tourné une scène de bal, et on voulait avoir le coucher de soleil sur cette scène-là. Donc ça nous a permis de voir à quelle heure on aurait l'heure dorée, justement, quand est-ce qu'on pourrait le tourner, et du coup, on était pile poil dans les temps pour arriver sur ce moment-là quand on voulait, quoi. Donc ouais, de gros avantages. Et il y avait une autre appli, parce que Ben demande l'autre appli, j'ai pas entendu. Ouais, Oui, l'autre ah, appli ça. s'appelle Cadrage, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est une appli qui permet de rentrer sa caméra, rentrer l'objectif qu'on utilise, et avec l'objectif de l'appareil photo du smartphone au final, d'avoir à peu de choses près. Cadrage le- Directors Viewfinder, c'est ça? Ouais. Peut-être, ouais. Il me semble que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est. Redis le nom? Cadrage Director Viewfinder. Ouais, un truc comme ça, C'est il me le semble. nom Ouais. complet avec. Peut-être, ouais.
Ça. et du coup d'avoir le rendu qu'on aura avec telle caméra et tel objectif. Donc pareil, pour préparer les plans et faire un découpage technique le plus précis possible, ouais, c'est carrément un gros avantage. C'est l'application, la deuxième application dont je pourrais plus me passer. Ah, c'est pas mal, ouais. Je vois qu'il y en a plusieurs, hein. J'ai Magic Harry Viewfinder Free, Magic Cinema, mais je trouve pas l'application de cadrage, moi. Alors Et l'avantage ça, avec donc, L'avantage avec cadrage, c'est que du coup, il y a vraiment beaucoup de caméras qui sont disponibles dedans, quoi. Donc, soit de la Red, de Arri, Blackmagic, Canon. Enfin, il y a vraiment une liste assez énorme. d'accord. Et il y a même des Ok. DSLR dedans pour savoir si Ouais. n'importe quel kidam peut utiliser. Oui, il y a du DSLR. Donc, moi, je sais que j'avais les 70D. Il me semble qu'ils y étaient aussi. Donc, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Le Lumix, le GH5, tout ça, il me semble qu'ils y sont aussi. Cool. Cool, merci pour ces petits Pour ces tips. petites astuces. Nous, on prend, nous, on note. En fait, on est là pour apprendre. C'est pour ça qu'on fait l'émission, c'est tout. Oui, on n'y connaît rien, on est nul à chier. Pas d'action dans les applications. Donc, moi, je toucherai rien. Mais elles sont gratuites, il me semble. C'est pour ça que je les avais prises. Bah, moi, celle que j'ai trouvée, elle coûte 22€, mais c'est pas grave. Bah, moi, j'en ai eu une gratuite là qui permet de. Bah, c'est pas la même, hein, mais il y en a plein là. Il y en a Mais bon, sur plusieurs. Android aussi, c'est plus facile d'avoir des applis pirates. Ah. Non. Ah, bah, c'est le gros avantage. Ok. J'ai une dernière question pour satisfaire Kevin. Du coup, ProFX ou pas? C'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que dans le Sel de la Liberté ou dans ton prochain projet Rebelle et Affranchi, est-ce qu'il y a des FX? Est-ce que c'est une grosse part du nombre de plans ou pas? Alors en général, moi je préfère les effets qui ont vraiment lieu sur le plateau. Je rajoute assez peu d'effets en post-production en fait. Mais oui, quoi qu'il en soit, il y en aura, parce qu'il y a un moment, il y a des incendies et tout ça, donc on va pas mettre le feu à nos décors. Pourquoi pas? Bon, Je vois pas le problème. honnêtement, je me le sens pas. Donc ouais, moi j'aime bien, j'aime bien essayer de travailler un peu à l'ancienne, et c'est ce qui me plaît en fait, c'est de faire les effets spéciaux directement en réel, donc soit les coups de feu, les explosions, les flammes quand on peut les faire, qu'il n'y a pas de risque, on y fait sur le plateau aussi. Moi, j'aime bien un peu travailler à l'ancienne, comme des anciens films, et vraiment faire les effets spéciaux en direct. Après, il y a des éléments qui sont pas possibles, et certains coups de feu, pour des raisons de sécurité, qu'on n'a pas tourné en direct, qu'on a rajouté en post-production. Mais en général, j'aime bien tout faire en vrai. J'aime bien que ça a l'air vrai. Ouais. Ça rend toujours mieux, surtout quand on sait qu'on n'a pas forcément les moyens que peuvent avoir les gros studios, etc. Je dis qu'un effet réel, il sera forcément mieux fait que ce qu'on peut ajouter. Ouais. Alors là, je suis sceptique, hein, parce que les gros studios, quand tu vois des fois ce qu'ils nous sortent en effets spéciaux... Oui. Voilà, quoi qu'il en soit, nous, on n'a pas les moyens d'avoir ces trucs-là en images de synthèse, etc. Non. Donc le problème est vite réglé de ce côté-là. C'est ça. C'est soit en direct, soit pas du tout. Mais par exemple, je vois moi, je suis un gros fan de maquettes. J'aimerais savoir faire des maquettes comme certains arrivent à en faire. Mais quand je vois, par exemple, sur Le Seigneur des Anneaux, les miniatures qu'ils ont fait, et au final, beaucoup de choses qui ont été faites en trucage plutôt qu'en post-production. Je trouve ça quand même, si eux ont réussi à le faire, au final, c'est du trucage qui est à la portée de n'importe qui quelque part. Ouais. Ça demande du temps. Ça demande du temps, et puis après il y a une question de budget aussi. Hein. C'est comme tous les tournages en extérieur qui se font de plus en plus en studio. Maintenant ils ont créé des studios. The Mandalorian qui est tourné uniquement devant un mur de LED où ils reproduisent des décors en 3D. J'ai lancé un pari. J'ai lancé un pari là-dessus. Moi, j'ai lancé le pari que dans 10 ans, cette technologie, c'est abordable pour n'importe qui. Ah, mais ça, c'est sûr. Il y a moyen. C'est sûr, ils en parlent déjà. Après, il faut se le payer, hein, le mur de LED à 360. Hein.
Ouais, c'est ça, voilà. Ou même Oui. à 180, hein, remarque, on n'est pas obligé d'avoir le mur complet, Ah, mais ne à une serait-ce que époque, d'avoir un demi-cercle, ce serait déjà pas mal. Ouais, mais à une époque, on se disait que les fonds verts c'était pareil, et maintenant, si t'as envie de te faire un truc, tu t'arrives à te faire un truc chez toi, quoi. Bon, les fonds verts, je trouve ça dégueu, mais bon, après, Ouf. c'est mon avis. Hein. Ouais, je suis assez réticent sur les fonds bleus et verts parce Ouais. que c'est très compliqué si jamais si jamais la prise de vue est pas bonne, enfin c'est foutu, on pourra plus rien y faire. Donc j'ai toujours peur d'utiliser ça. Non, mais bientôt, on en aura plus besoin. Regardez, moi, je suis bien découpé, là, en ce moment. Non, c'est de la merde. Ouais. C'est de la... Désolé, Guillaume. Non, on est d'accord. Non, mais après, quand on voit, par exemple, ce que Photoshop est capable de faire maintenant, simplement en cliquant sur un bouton, est capable de détecter des choses, etc., qu'il y a des évolutions qui se font aussi sur le tracking, sur tout ce qui est logiciel. Je parle d'Adobe, mais il y en a d'autres. Je pense qu'un jour, pour tout ce qui est détourage, etc., on n'aura même plus besoin de fond vert. C'est déjà le cas, hein, pour beaucoup. Mais ça par contre, c'est plus probable. Mais on y vient, hein, parce qu'avec effectivement toute l'IA qui est implémentée maintenant dans les logiciels et voire même directement dans les appareils. Là, pour reparler, on parlait de l'iPhone 12 juste avant que j'ai là. Hein, voilà, je suis un gros geek, j'ai le dernier iPhone. J'ai pas changé j'ai pas changé de téléphone depuis 5 ans. Hein. S'il vous plaît, pardonnez-moi là. Hein. S'il vous plaît, j'en pouvais plus. Il voulait tester l'application Sofa dans de bonnes conditions, surtout. Absolument. J'ai été bluffé par les capacités photo de l'appareil, ce qu'il est capable de faire en intelligence artificielle en tant que retouche automatique ou détection des champs et après générer de la profondeur de champ ou de faire des retouches localisées sur les parties de l'image. Franchement, j'ai été bluffé des résultats. Moi, là, en faisant juste un clic, dans le téléphone, il m'a servi une photo que j'aurais travaillé dessus 2-3 minutes après en post-prod si j'avais fait avec mon appareil photo, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais ça, je sais pas si c'est bien ou mal, en fait. Moi, j'ai du mal là-dessus quand je vois certaines photos qui sortent. Tu te dis, bah ouais, en fait, c'est capable de prendre des super belles photos, et bah, les photographes, du coup, à un moment, alors il y a toujours le cadrage, il y a toujours plein de choses à prendre en compte, mais de plus en plus, le problème, c'est que du coup, on a toujours les mêmes réglages sur toutes les photos. Si tu veux, maintenant, il y a un style iPhone. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui voient des photos prises avec autre chose qu'un iPhone, c'est moche. Parce que sur un iPhone, on a un filtre vrai, avec hein. des belles couleurs. Ça dépend qui. mais, mais voilà, si t'as pas les belles couleurs de l'iPhone, si t'as pas le flou derrière qui est complètement numérique, etc. Enfin, si t'as pas le truc iPhone, par exemple, sur les réseaux sociaux, quand tu publies quelque chose, les influenceurs, ils ont tous des iPhones parce qu'il y a un style iPhone, il y a un truc, et dès que tu vois une photo iPhone, il y a un truc qui fait que tu trouves ça joli. Mais parce que je pense que c'est la manière dont l'appareil retouche la photo de base, tu vois. Je pense qu'il y a une retouche de base qui est faite pour flatter, tu vois, Oui, c'est ça. mettre en avant, enfin tu vois, genre la photo que tu prends, quand tu la regardes sur le téléphone, elle va bien, mais quand tu commences à mettre sur un ordinateur et l'afficher en grand, tu te rends compte qu'en fait elle est dégueu. Parce que les pixels, ils sont tout petits, donc forcément ça bruite très vite, tu te rends compte qu'il n'y a pas de détails dans l'image. Et c'est vrai qu'au final, pour un usage simplement téléphone, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que dès que tu veux passer à un autre usage, pour afficher sur un écran de télé, sur un écran d'ordinateur ou faire du print, ça suffit plus. Et clairement, c'est pas du tout à la hauteur. Là, il te faudra un appareil photo et des fois des appareils photo qui sont plus haut de gamme que du grand public avec des capteurs encore plus grands. Voilà. Le moyen format. Voilà. Bon, ça c'est la parenthèse photo. Et tout ça nous menait à quoi? Ah oui, c'était par rapport à l'intelligence artificielle pour le détourage, etc. Les fonds verts, c'était ça le truc de base. Mais oui, mais je pense que clairement l'intelligence artificielle va nous rendre beaucoup de services pour faire des effets spéciaux à l'avenir et des trucages parfois même simples qui sont mais même, un peu galère à faire, et en 2 clics on va réussir à faire des trucs super, quoi. Ouais, mais comme pour le son, hein. Pour le son, il y a aussi des choses. On parlait de RTX tout à l'heure. Il y a des trucs sympas. Non, mais on en a déjà parlé. En boucle avec son RTX Voice. C'est ça. Non, mais parce qu'on a parlé de l'image, mais c'est vrai que le son, nous on le dit souvent dans Sofa Live, le son c'est super important. Et quand tu vois certains trucs où des fois le son est inaudible. Ouais.
Ouais, dis, bon, malheureusement, il y a beaucoup de réals qui délaissent le son. Je pense pas que ce soit ton cas, où le son, ça prend une part importante dans Ouais, la nous, c'est réalisation. Oui, ouais, le son, c'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. On a eu des soucis sur le celle de la liberté, par exemple, sur les prises de son, où on a été obligé de retourner, enfin, réenregistrer des voix en post-prod après parce que il y avait du bruit derrière, ou ça saturait, ou ça allait pas. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on a énormément travaillé. C'est un problème qu'on a en partie résolu sur nos productions futures. Bah, sur nos récentes productions, c'est un problème qu'on a plus ou moins résolu et effectivement, on lui a redonné de l'importance parce que, comme tu dis, on néglige souvent beaucoup le son alors que ça fait pour moi au moins 50% du taf quoi, Ah bah sur le clairement, résultat final. clairement. ouais, C'est une prise ouais. de conscience récente, du coup, le problème de son. Avant, c'était un peu, bon, il y a de quoi prendre le son, et puis voilà. Ouais, non, c'était vraiment c'était pas une prise de conscience, c'était pas un désintéressement par rapport au son, c'était vraiment quelque chose qu'on maîtrisait pas et Ouais. on n'arrivait pas à savoir qu'est-ce qui coinçait en fait. Mm. Qu'est-ce qui allait pas. Et encore aujourd'hui, hein, on avance encore petit à petit en regardant, en écoutant des films, en voyant comment ça fonctionne, ce qui apparaît, ce qui apparaît pas au son. Et en fait, je pense que de plus en plus, moi, je travaille en composant le son comme je compose une image. C'est-à-dire, on a vraiment la décomposant, ce que je veux entendre, ce que je veux pas entendre, qu'est-ce que ça va Ouais. raconter. Et de plus en plus, ouais, je travaille le son comme une image, en fait. D'accord. Ouais, mais j'avais vu une interview d'Alexandre Astier qui expliquait très bien ça, et en fait, lui, il se retrouvait même à composer le son avant l'image. Après, lui, il est musicien aussi, Ouais. il est compositeur, mais il compose le son avant l'image, et il mettra toujours la priorité sur le son, c'est-à-dire que bon, ses Sur images, la elles sont musique, toujours du coup, propres, mais dans son cas. ouais, mais même tout ce qui est son, etc., il va mettre le son avant l'image. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une image qui est un peu moins bien, mais que le son est mieux, enfin, il va préférer travailler le son plutôt que l'image. Ouais. Et la performance des acteurs aussi. Mais Mais la carrément, qualité de et son carrément et parce que Oui, vas-y, je t'en prie, Jérémy. ouais, excuse-moi. Ouais, non, parce que autant une image mauvaise avec un bon son, ça va passer, mais une Ouais. bonne image avec un mauvais son, c'est catastrophique. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Tu vois, j'ai bien fait de te laisser la parole finalement. Bon, voilà. Connexion. Et du coup, ce qui en vient, on parle du son, ce qui vient du coup à une autre question. Du coup, Guillaume parlait d'Astier qui lui fait aussi de la composition. Est-ce que tu fais composer les musiques des films ou t'es plus musique libre de droit? Comment ça se passe? Quelle est ton approche en fait à ce niveau-là? Alors, on a fait composer les musiques de films. Maintenant, on est plus. Alors, c'est très compliqué à trouver les gens qui acceptent de composer. Nous, on est tous bénévoles, donc c'est très compliqué à trouver quelqu'un qui arrive à composer bénévolement aussi des musiques. Ce que je peux comprendre, hein, c'est les gens qui en vivent, donc il n'y a pas de souci. Donc, ouais, maintenant, je passe plus par des musiques libres de droit pour arriver à avoir des musiques de deux films, même si c'est pas enfin, je pense que certains doivent bondir en entendant ça, mais effectivement, l'avantage de faire composer sa musique, c'est on a une musique qui colle pile poil aux images, qui vraiment vient soutenir et souligner l'histoire et l'image. Alors que le libre de droit, souvent, je suis obligé un petit peu de la retravailler, de couper des morceaux, de la recomposer entre guillemets pour arriver à avoir quelque chose qui colle sur ce qu'on veut faire. C'est vrai que tu as raison par rapport aux compositeurs. Il y en a de moins en moins qui acceptent de se lancer dans des projets de manière bénévole. Et c'est vrai que c'est dommage parce que il y a beaucoup de réalisateurs ou de vidéastes qui font l'effort de se mettre sur des projets bénévoles pour se faire un portefeuille. Et j'ai l'impression que les compositeurs ont un peu plus de mal sur cette philosophie-là. Ouais. C'est peut-être aussi parce que nous, leur on travail travaille est... aussi. Oui, j'allais dire, leur travail est moins mis en avant, peut-être que celui du compositeur, il est souvent effacé derrière l'image, derrière le réalisateur. Enfin, moi, Et je trouve pas parce que pour moi, la musique dans un film, c'est hyper important et j'ai toujours attaché une très grande importance en fait à la musique et pour moi, le compositeur, si tu veux, t'as le réalisateur et t'as le compositeur, c'est le gars qui est assis à sa droite, tu vois. Oui, ben oui. Pour moi, c'est aussi un couple. C'est un couple un peu indissociable. Hein. Il y a John Williams et Steven Spielberg, par exemple.
c'est un couple un peu indissociable. On est d'accord. Effectivement, après moi, le défaut que je peux avoir des fois, c'est que j'imagine aussi certains scénarios et certaines histoires en fonction de musique. C'est-à-dire que, par exemple, là, pour Rebelle Affranchi, j'ai une bibliothèque que je me suis fait sur YouTube avec toutes les musiques qui m'inspirent le film, en fait. Et du coup, je travaille aussi beaucoup par rapport à de la musique. C'est-à-dire que le teaser, par exemple, je l'ai construit en partie autour d'une musique que je voulais utiliser et qui reflétait bien l'ambiance que je voulais donner. Ouais. Donc pour moi, ouais, la musique, en fait, pour moi, je comprends que la musique arrive des fois même avant les images, parce que c'est... ouais, moi, l'histoire vient vraiment de la musique, souvent pour moi. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer la musique sur un tournage pour mettre dans l'ambiance les acteurs ? Ouais, c'est pareil, récemment aussi sur un clip qu'on a fait pour le château de Virieu, donc là où on a tourné le teaser de Rebelle Affranchi, on leur a tourné un clip de présentation du château aussi, et là pour le coup, on a vraiment travaillé à partir de la musique pour découper les plans, pour découper ce qu'on allait faire, donc ouais, là on a carrément travaillé avec la musique. Même sur le teaser, pour les combats à l'épée, qu'on a essayé de régler au maximum sur la musique. Là, on avait la musique en même temps, vraiment pour donner le rythme, cling, 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 pour que ce soit vraiment dans le ton, quoi. Ok. Du coup, je propose qu'on enchaîne sur Rebelle et Affranchi, qu'on en parle un peu, parce que du coup, c'est le projet à venir. Et avant de regarder le teaser, est-ce que tu peux nous pitcher Rebelle et Affranchi ? On va dire que c'est la continuité, la suite logique, enfin la suite logique même pas, mais c'est dans le même esprit que celle de Liberté. Donc là, pour le coup, c'est l'histoire de la Révolution, mais vue côté provincial. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la Révolution côté parisien, prise de la Bastille, les Tuileries, etc. Là, c'est vraiment la Révolution, donc basée sur des faits réels, qu'on a romancé, hein, c'est pas un documentaire historique, c'est vraiment une œuvre de fiction basée sur des faits historiques, et du coup l'action se passe essentiellement dans la région lyonnaise. Voilà. Okay. Donc c'est à base de complots, de trahisons, de un peu tout ce qu'on veut, un peu à la Game of Thrones si on veut. Ouais. C'est vraiment à base de complots, de trahisons, il n'y a pas d'histoire parce que là tu as remis le contexte et un peu ce qu'on va trouver dedans, mais il n'y a pas d'histoire globale à la série pour le moment. Alors si, il y a une histoire globale, donc ça, c'est une histoire, je veux pas trop en dire parce que pour le coup il y a pas mal de rebondissements, genre le pitch du premier épisode, tu vois, par exemple. Alors le pitch du premier épisode, c'est compliqué de pas trop en dire. Non, vraiment, ça va être... Les gens ils ont oublié d'ici la sortie. Oubliez le pitch. Ça va être vu un peu, l'histoire va être vue un peu plutôt côté noblesse. C'est-à-dire que là, sur le premier épisode, on a un des personnages principaux, donc qui est une jeune noble qui voit un petit peu que ça commence à partir en cacahuète dans le comté, dans le comté où elle habite. Et voilà, on a des premiers éléments qui viennent annoncer la révolution. Donc le premier épisode se passe juste un peu avant les états généraux, donc en janvier, mai, février, mars 1789. Voilà. Donc ça commence vraiment juste avant la révolution, juste avant les états généraux. Ok. Eh ben allez, c'est parti pour le teaser. J'ai vu des hommes aveuglés par leurs idées. J'ai vu nos vies sombrer dans la peur et les ténèbres. Moi qui ai grandi dans ce monde, bercé par les lumières, baigné d'une innocence que je pensais éternelle. Mais à l'heure où les cœurs se réveillent, à l'aube d'un peuple qui se soulève, j'ai vu le sang et les larmes se mêler à notre terre et le son des tambours vibrer dans les airs. J'ai senti leurs pas faire trembler le sol. J'ai vu des hordes sauvages tout balayer sur leur passage, sans savoir qu'ils semaient les graines de notre révolte.
Ils ont tenté de m'abattre, de m'atteindre en plein cœur, sans se douter que jamais je ne plierai le genou, et que face à mes ennemis, je resterai rebelle et affranchie. Joli. Moi, je le dis en direct, je veux sur sofa. Non, on est hypé de ouf. Quand est-ce que ça sort? Non, mais je veux le revoir déjà. Je veux le voir. Peu importe où, mais... Du coup, là, vous avez tourné le teaser. Moi, je sais quand est-ce que vous avez tourné le teaser parce que quand vous faisiez le tournage, j'étais sur le retour de vacances. D'accord. Et j'avais même hésité à dire oh, est-ce que je fais un saut comme ça? Et puis finalement, je me suis dit oh la flemme, je vais rentrer. Quand t'as 4 heures de route, tu préfères rentrer à la maison. Et t'as regretté finalement? Oh non, je regrette pas parce que Jérémy il est là, tu vois, c'est encore mieux. Oui. Enfin, c'est encore mieux. Ça aurait été encore mieux d'être sur le tournage, mais voilà, là on peut en parler. Du coup, vous tournez des teasers parce que l'objectif c'est quoi? C'est de faire un financement participatif pour avoir des sous? Oui, alors en partie ça va être un peu de faire un financement participatif, donc on va sentir que c'est le bon moment pour commencer la série. Pour l'instant, on va profiter du confinement et des contraintes qu'on a pour peaufiner l'histoire, pour écrire, pour faire des répétitions, etc. Voilà, et on n'a pas d'échéance en fait pour commencer le tournage, donc on est libre au niveau financier, on n'a pas de producteur, donc personne qui nous met la pression pour tourner à tout prix. Oui. Donc ça c'est un gros avantage de la production amateur, c'est qu'on fait ce qu'on veut en fait. Mais ouais, l'objectif du teaser, ça va être de renforcer la communauté autour du projet, d'avoir du soutien, histoire de pouvoir aller démarcher un peu plus facilement des entreprises et puis de se dire bah voilà, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour avoir des dons, par exemple. Pas mal de décors à construire, donc ça peut être une scierie qui nous fait don de bois, de trucs comme ça pour faire nos décors, etc. Donc ça peut prendre beaucoup de formes différentes, et pour ça le teaser, ça nous aide à présenter le projet, vraiment à donner l'ambiance, sans vraiment raconter trop l'histoire, parce qu'on veut garder quand même le secret sur l'histoire de ce qui va se passer, quoi. Et nous, on tire les verres de nez à côté de ça, sans savoir ce qu'il y a dedans. Et du coup, vous prévoyez quand même il y aurait combien d'épisodes dans la saison 1? Alors là, pour l'instant, au début, j'étais parti sur des épisodes de 10 minutes, et puis en écrivant le premier épisode, enfin le pilote, on est déjà sur un épisode de 20 minutes. Yes. Donc déjà, voilà, on sera à peu près de 20 minutes, sur une dizaine d'épisodes à peu près. D'accord. Gros travail là. Hein. Oui. Gros travail. Après, c'est au niveau du casting, parce que là, juste sur la première saison, on a à peu près une vingtaine de personnages principaux. Donc, pareil, très gros travail sur le casting pour trouver les bonnes personnes et tout ça. Sur 3 ou 4 saisons? Sur 3 ou 4 saisons, après ça va diminuer, parce que sur la Révolution, ils avaient tendance à couper des têtes, donc... Ça va être Game of Thrones en fait. Oh là là, le stress maintenant, je sais pas si je vais avoir envie de regarder pour s'attacher aux personnages pour les zigouiller 2 épisodes plus tard. Ça risque d'être un petit peu ça, ouais, sur jusqu'à la fin, hein, ça va être un petit peu ça. C'est beau, mais non, mais c'est bien, c'est super bien. Oui, c'est bien. Il y a une série qui se le permettent en plus de faire ça. Hein. Ouais. Ah bah complètement, sur la Révolution, ouais, c'est un petit peu l'habitude qu'ils avaient à l'époque, hein. Ils aimaient bien couper des têtes, enfin c'est du trahison, du meurtre, ouais. Donc ouais, ça va trancher assez sévère. Non, c'est bien. Non, mais c'est bien d'avoir comme ça un projet qui fait pas de l'histoire pour les bisounours et les enfants, quoi. Dire à un moment donné, c'est une époque qui était dure, sans pitié, et voilà, il faut montrer un peu cette dureté. Alors j'imagine que ça va pas aller dans le gore. Non, voilà, on le voit sur le teaser, hein, il y a des scènes de guillotine. L'idée, c'est pas de faire un cours d'anatomie sur le cou humain, donc non, ça... Au ralenti. Ouais, au ralenti, voilà.
Puis on n'a pas assez de sang en plus, donc on pourra pas. Non, l'idée c'est pas de tomber dans le gore. On veut vraiment axer le tout sur l'histoire, sur l'intrigue, sur les personnages. Mais vraiment le gros, c'est le gros de l'histoire, c'est l'intrigue, parce qu'on a des contre-révolutions qui vont se monter, qui ont vraiment eu lieu pour le coup. Parce que là, j'ai toute la bibliothèque qui est derrière moi, la moitié remplie de livres sur la Révolution et sur les complots qu'il y a pu y avoir, sur les trahisons, etc. D'accord. Donc le gros de l'histoire va être vraiment sur l'affrontement, on va dire, entre révolutionnaires et contre-révolutionnaires. Et là, plutôt vu pour le coup du point de vue noblesse et royaliste pour le coup, sans non plus tomber dans le film partisan. C'est pas l'idée. L'idée, c'est plus de donner un petit peu le point de vue des perdants de l'histoire, en fait, pour le coup. Netflix diffuse pas une série comme ça là Tout à fait. Oui, mais Ça, vu j'arrive par pas. des Américains, C'est et je ça. crois que ça s'est fait tacler, non? Et J'ai pas... pas du tout. En fait, c'est une série française, d'après ce que j'ai vu. Donc moi, je me suis fait la première saison en 2 jours. C'est bien. Mais du coup, non. C'est une série française, en fait. Alors, je suis assez partagé sur la série, mais déjà, le simple fait que ce soit une série française et que ce soit une série qui soit d'époque, donc qui sorte un petit peu des drames, qu'on a tout le temps avec... Drame ou comédie. Des comédies dramatiques, voilà, qu'on connaît tout le temps. Rien que ça, pour moi, ça a mon soutien à 100% déjà. Et effectivement, après, c'est une série fantastique pour le coup. Donc, je suis un peu moins fan du côté fantastique, mais le travail sur les décors, sur la lumière, sur l'histoire, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment sympa. Les comédiens sont pas connus. Enfin, c'est pas des grosses têtes d'affiche avec des gros comédiens connus. Donc déjà pour moi, j'aime bien ça, en fait, voir des séries avec des comédiens qui sortent un petit peu de ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc non, la série est franchement sympathique. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait, du coup. Donc je suis on travaille pas sur le même domaine, mais non, la série est assez sympathique. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Ok, cool. Donc du coup là, tournage du premier épisode prévu pour quand, pour Belle et Affranchie? Pour l'instant, on n'a pas de date. Là, on se laisse vraiment le temps de voir comment un petit peu le contexte sanitaire évolue. On se laisse le temps de faire le casting. Donc voilà, c'est pas pour après-demain. D'accord. Ouais, vous n'avez pas d'objectif de sortie en vue aujourd'hui. Ça sortira quand ça sortira. Exactement. Là, ouais, c'est comme je disais, on se laisse le temps de faire les choses correctement. Là déjà, la série, moi, je l'ai commencé à la travailler en même temps que Stella et Liberté, donc il y a 2 ans. Donc ça fait 2 ans déjà que ça mûrit, que je me suis documenté sur le sujet, que je me suis créé une chronologie de la Révolution dans la région pour avoir les personnages principaux, pour avoir l'intrigue, pour avoir vraiment tout ça. Donc voilà, ça fait déjà 2 ans que ça marine. Maintenant, on commence à toucher un peu plus au concret avec le scénario, le teaser. Et voilà, on se laisse vraiment le temps de faire les choses comme il faut. Ok. Minou, il a hâte d'avoir la série. Il est même venu me voir ici même, au plus près de l'information, pour la fait. Lui aussi il veut un rôle dans la série. Lui aussi veut un rôle dans la série. Non, il est insupportable en tournage. J'ai déjà essayé de le faire tourner. C'est une catastrophe. Ouais, mais nous, on a une guillotine pour calmer les gens insupportables. Ça marche bien. Mais ouais, moi je trouve que le projet est très intéressant et je trouve que c'est le type de projet. Je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, je sais pas si c'est le mot, etc. Mais quand on parle de films indépendants ou de courts-métrages ou de séries diffusées sur le web, on entend souvent dire par des gens qui regardent pas finalement que ouais, c'est pas terrible, c'est moche, c'est nul, etc. Je pense que c'est ce type de projet qui peut permettre de crédibiliser un peu tout ça. Voilà, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Maxime. Moi je suis d'accord. Disons que nous, on essaye de le faire de manière le plus sérieusement possible. Alors après, effectivement, on n'aura jamais les moyens et les ressources que peuvent avoir des productions Netflix ou France Télévisions. Mais voilà, disons que ça permet de voir autre chose que
On a moins de filtres du coup. C'est des séries qui sont moins, enfin des projets qui sont moins policés, qui sont moins soumis à toute la censure entre guillemets qu'on pourrait avoir d'un producteur qui nous dirait ah non, ce personnage-là il est trop caricatural, on le veut pas. Enfin, pour moi, on a beaucoup plus de liberté. On a une liberté même totale sur les projets qu'on veut faire. Donc, c'est ça qui est plutôt bien. Et c'est pour ça que nous, on veut absolument rester en production amateur. Comme ça, on est libre de toute contrainte. Top. Mais oui, ça, c'est ce qu'on disait. Hein. De toute façon, c'est toi qui disais ça, Maxime. Je connais des gens qui ont tourné sur des tournages professionnels et qui veulent plus le faire parce que c'est. Ah oui. Oh, mais c'est trop. J'ai déjà fait ça aussi sur certains tournages professionnels où on entend l'assistant accessoiriste moi l'exemple que j'avais c'était un stagiaire en HMC qui s'est fait pourrir par le coiffeur parce que il avait aidé un électro à plier un fil. Donc c'est pas ton travail, t'as rien à faire là, machin. Ok. Alors que nous on fait plus ou moins. On aide à faire là où il y a besoin, on se file tous la main, il y a une super ambiance, on rigole. Enfin, c'est vraiment ce qui ressort, nous, de nos projets. Ouais. Les gens qui viennent au début diraient on était un petit peu réticents, on savait pas trop. Puis finalement, il y a une super ambiance, on rigole, on se prend pas au sérieux, mais en même temps, on fait les choses de manière correcte et pro. Et les gens sont vraiment, enfin, nous, les retours qu'on a sont vraiment unanimes là-dessus. Sur l'ambiance qu'on a sur nos films, c'est vraiment top, quoi. Ouais, tu parlais, tu disais que vous faisiez ça en amateur. En fait, la vérité, c'est que vous êtes plutôt semi-professionnel. C'est-à-dire que vous faites ça de manière professionnelle, mais vous n'êtes pas amateur, donc pas payé, rémunéré. Il n'y a pas beaucoup de budget, donc voilà, du coup, vous êtes plutôt dans une catégorie semi-professionnelle en réalité. En fait, voilà, nous, personne n'est payé et personne en retire de bénéfices. Hein. Nous, ce qu'on fait vraiment, c'est vraiment parce qu'on a le plaisir et la passion de le faire. Après, les procédures qu'on a de tournage, des fois, sont copiées du professionnel. On fait le découpage technique, le plan de tournage, les feuilles de service, tout ça. C'est tout calqué sur ce qu'on peut voir dans le cinéma professionnel. Après, on s'invente aussi nos propres procédures, des trucs qui n'existent pas du tout dans le milieu professionnel, mais voilà, pour nous, qui nous parlent et qui sont plus logiques pour nous. Mais tu vois, tu l'as dit, plus que amateur, on devrait dire passionné finalement. Ouais, c'est ça. C'est pareil. Amateur, dans la racine, t'as celui qui aime, hein, amateur. Oui, c'est ça, mais c'est devenu connoté en fait, c'est devenu un mauvais mot, quoi, un mot qui est. Bah, nous, on se bat un peu contre ça. Hein. Nous, dans notre charte, on a créé une charte des ornithorynques et l'article premier, c'est promouvoir le statut amateur, en fait. On veut vraiment redonner son titre de noblesse à l'amateurisme. Hein. C'est celui qui aime faire quelque chose et qui le fait avec passion pour le coup. C'est beau. Alors, ce sera le mot de la fin, là. Ce sera le mot de la fin.